la gestion de l'organisation, n'est-ce pas? Mhm. Si vous m'entendez, la gestion de l'organisation va déboucher sur plusieurs aspects que vous avez bien certains, mais avec comme finalité l'atteinte d'objectifs clairement définis. Donc, quand on fait du management, n'est-ce pas, il y a l'atteinte d'objectifs clairement définis, n'est-ce pas? Et souvent, dans le cadre technique, sur le plan technique, lorsqu'on est dans le champ du management, on soulève donc des questions liées à la planification. Donc, si vous voulez, la gestion efficace du temps avec la programmation d'activités combinant des ressources et du management. Il y a des aspects liés à l'organisation du travail, c'est-à-dire le travail étant un ensemble de séquences de tâches synchronisées suppose qu'il y ait un bon système de management à travers l'organisation du travail. J'aurais bien aimé que vous gardiez ce concept, organisation du travail. Quand on parle de management, il y a l'aspect organisation du travail. Il y a aussi des aspects liés à la gestion des relations, c'est-à-dire les ressources humaines. Parce que le fait d'une organisation, ce n'est pas la combinaison d'activités, mais c'est plutôt le rassemblement d'individus appelés à aller ensemble. D'où la nécessité pour le management de cerner divers aspects sur lesquels on peut s'appuyer pour mobiliser les équipes. Donc, de là, vous verrez que dans une certaine mesure, quand on parle de management, c'est un terme anglais, mais ça veut dire gestion. Donc, ça suppose aussi qu'il y ait une bonne gestion des ressources qui sont mobilisées pour les activités, qui sont mobilisées pour mettre en place une dynamique organisationnelle. Et de là, vous verrez que le management, en définitive, est un ensemble de techniques qui permettent de gérer une organisation dans la perspective de l'amener à atteindre ces objectifs qui sont clairement définis à partir de la définition d'un ensemble de scénarios techniques qui sont combinés. Et de là, vous verrez que quand vous dites que vous êtes un manager, vous devez avoir toutes ces compétences. Par exemple, savoir planifier, savoir organiser votre travail, le travail des autres, savoir aussi organiser. Oui, allô? Oui. Oui, on vous reçoit. Mangi classe, ouais. Donc, mangi école, ouais. Wow. Donc, on a donc ici une bonne lecture de l'ensemble de compétences qu'un manager doit avoir. Le management, ce n'est pas une compétence technique, mais je dis souvent que c'est un art. C'est un art sur lequel repose l'acte de gestion. Et donc, une définition très simple qui a été proposée, c'est intéressant, va nous amener à nous dire que donc, quand on manage une organisation, on la gère efficacement. Et je vous donnerai un ouvrage, vraiment qui est un ouvrage de référence, c'est le livre de Henri Mintzberg, Des managers de vrai, c'est ça le titre de son ouvrage. Donc, il a cerné tous ces aspects, quoi. C'est Henri Mintzberg, ouais, des managers, virgule, de vrai. Et vous focalisez maintenant sur un peu l'ensemble de ces tâches, planification, organisation, mobilisation des équipes, gestion des ressources, gestion des relations. Et de là, on dira que Idrissa, vous êtes un manager. Mais tout le monde n'est pas manager aussi, hein? D'accord? Tout à C'est fait. bon? Oui, OK. c'est bon. Ouais, tu peux y aller à la deuxième question. Oui, donc pour la deuxième question, Ouais. on demande des écoles de management. Ouais. Donc, on peut citer le management directif, Oui. le management créatif, le management participatif, Alors, ouais.
Yo. et le management délégatif. Oui. Et à l'école? Je disais directif, persuasif, participatif, délégatif. Oui. Est-ce que ça, c'est pas des styles de management? Oui. Oui, Oui. oui. Pour amener à donc, est-ce que ça, c'est pas des styles de management? Il dit ça. Hein? Il dit ça? Il n'est pas là. Oui, Oui, c'est je, marre, c'est marre. je suis Wow. là, oui. Ouais, ça, c'est des styles de management. D'accord. Pour les écoles, Oui, ce moi, que Mar a oui, donné, c'est des effectivement. styles de management. OK, moi, j'avais pris des notes moi aussi. Oui. La question consistait à donner euh, les 4 écoles de management. 4 écoles. Il n'y a pas que 4 écoles. Hein. Oui, Ouais. oui, les 4 principales écoles, je peux dire. Ouais. Donc, en grande, j'avais noté l'école classique, L'école classique. voilà, qui se concentre sur l'efficacité et la productivité à travers la standardisation des tâches et Ouais. sur organisationnelle. J'avais aussi noté l'école des relations humaines, Ouais. dont les principaux contributeurs, c'est Elton Mayo et Abraham Maslow. Il y a aussi l'école des systèmes, avec les concepts comme l'organisation comme un système et la théorie des systèmes. J'avais aussi noté l'école de la contingence. L'école de la contingence affirme qu'il n'existe pas de méthode unique de management qui soit applicable à toutes les situations. La meilleure approche dépend des circonstances spécifiques. Et, ce sont les notes que j'avais prises. Bravo, Idrissa. Merci Donc, beaucoup. Marc, vous avez vu un peu? Oui, oui. On va capitaliser sur 2 aspects. Les écoles de management et les styles de management. Mhm. C'est vrai que quand on parle d'école de management, il faut remonter à la révolution industrielle, la période de grâce, quoi, où il y a une surproduction, on produisait beaucoup, il y a les découvertes scientifiques. L'école classique a émergé en tant que courant de pensée qui a travaillé sur une question essentielle, comment faire pour augmenter la productivité du travail et avoir des gains de temps, comment faire pour augmenter la rentabilité. C'est souvent ça qui a beaucoup encouragé le développement des théories de Taylor, hein, avec l'organisation scientifique du travail, le travail à la chaîne, la taylorisation, quoi, hein. Donc, Taylor avait produit un très bon modèle où il montrait que la meilleure manière de procéder pour augmenter la productivité, c'est de spécialiser les individus sur des tâches précises avec un système d'entraînement, mais aussi un système de motivation au rendement. Donc, on s'est préoccupé vraiment de la production, augmenter la production, augmenter la productivité. Donc, voilà pourquoi l'école classique a ébauché ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail. Bon, il y a dans l'école classique une autre approche comme celle de Fayol qui a raisonné sur la théorie de l'administration. Donc, pour lui, pour manager, il faut une bonne administration, séparer la production, la commercialisation, la logistique, la sécurité. Donc, on a tout insisté donc, sur le côté augmentation de la production, même dans les théories de Henry Ford. C'était des industriels qui ont réfléchi sur l'organisation en tant que moyen pour augmenter la production, améliorer la productivité, améliorer les rendements. Mais vous avez vu que cette école, à un certain moment, a connu des limites avec la crise économique des années 30. Cette école a rencontré un certain nombre de difficultés, comme, si vous voulez, les conflits, les erreurs de fabrication. Cette école aussi a connu, dans une certaine mesure,
ses limites du point de vue de l'absence même de cadre pour gérer les relations de travail entre employeurs et employés, entre travailleurs. Donc, on était dans une sorte de situation où, ma foi, les grèves ont commencé. C'était extrêmement difficile. Et c'est ça, Idrissa, qui a donné naissance à l'émergence de l'école des relations humaines avec Elton Mayo, Abraham Maslow, vous voyez, des gens, McGregor, qui ont montré que la production n'a aucun sens lorsqu'on ne met pas l'homme au centre de l'activité et qu'on gère des relations. Alors, c'est vrai un peu ça leur approche, c'est l'approche psychosociale même du management. Bon, par exemple, quand on prenait Elton Mayo, il a montré qu'une bonne gestion des relations humaines dans une organisation permet d'accroître la production parce que les gens sont dans de bonnes conditions. Il a même travaillé sur l'ergonométrie, la couleur des murs, c'est-à-dire la couleur des ateliers, les nuisances. Il a travaillé vraiment sur l'environnement dans lequel s'exerce le travail pour montrer que l'homme est avant tout au cours de tout processus. Il faut mettre un accent sur les relations et surtout, les employeurs doivent, encore une fois de plus, être souples avec les travailleurs, et avoir de bonnes relations, les motiver, etc. Donc ça, c'est une approche qui est très intéressante. Donc, quand, par exemple, prenez Abraham Maslow, lui a théorisé les besoins en montrant que quand quelqu'un travaille, il n'y a pas uniquement la motivation financière, pécuniaire, mais il y a aussi une motivation psychosociologique. Parce que l'individu a besoin d'être estimé, a besoin d'être considéré, il a besoin de développer des relations dans le cadre d'un système d'appartenance, il a des aspirations qui sont très différentes, n'est-ce pas, des aspirations physiologiques liées à la quête de l'argent, n'est-ce pas? Donc, l'école des relations humaines, en somme, travaille sur les relations entre les individus au travail. Mais cette école a été critiquée avec des limites liées au fait qu'on n'a pas trop insisté sur le rendement. On a donné aux hommes une liberté pouvaient peut-être annihiler tous les efforts de production dans une entreprise. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a eu l'école des systèmes. L'école des systèmes avec Lilord Bertalanffy, qui suppose que n'importe quelle organisation est un système composé d'éléments en interaction qu'il faut stabiliser. C'est bon donc de tenir compte de l'appareil productif, tenir compte des relations humaines, de tenir compte de l'environnement de travail et que pour chaque entité, chaque élément d'environnement, on essaie de prendre un élément de variable qui puisse agir sur l'autre. Donc, c'est un peu l'interconnexion de l'entreprise dans sa dimension technique, sa dimension économique, sa dimension financière, sa dimension sociale. Donc, ça, c'est l'approche système. Bon, Lilord Bertalanffy, en 1936, déjà, avait élaboré ce qu'on appelle la théorie générale des systèmes. Bon, j'aime bien Bertalanffy parce qu'il a beaucoup travaillé pour éclore une approche systémique que nous utilisons plus. Par contre, à l'opposé, vous avez l'école de la contingence. L'école de la contingence, c'est une école qui réfute le fait que un modèle de management est bon ou mauvais. L'essentiel, c'est que le modèle puisse s'adapter au système, à l'organisation dans laquelle il est appelé à se mouvoir. Bon, d'ailleurs, quand on parle de contingence, c'est un peu l'utilisation de méthodes d'adaptation du management en fonction du contexte organisationnel, en fonction de l'environnement, en fonction même des objectifs de production. Donc, du coup, c'est une école qui a aussi professé avec l'ORS. Hein, il y a beaucoup d'auteurs qui ont travaillé sur ça. D'ailleurs, quand on parle de contingence, c'est-à-dire que c'est un peu si vous voulez, l'analyse des aspects environnementaux. Il faut faire une bonne analyse de l'environnement, le macro-environnement, le micro-environnement, dégager des variables pour avoir une approche de management assez solide, assez balèze. Donc, c'est un peu l'école de la contingence. Donc, jusque-là, maintenant, ces écoles parlent. Et d'ailleurs, l'école systémique a plus ou moins fait une synthèse en disant qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise
méthode de management, ce qui est important, c'est de savoir adapter. Par contre, quand on va dans ce que nous proposait Marc, nous sommes là-bas dans le style de management. Ça, il faut le prendre avec les valeurs intrinsèques du management parce que c'est vrai, on peut avoir un management directif. Le management directif, c'est le fait de donner des ordres, c'est le fait de mettre en place un système normatif qui rappelle aussi les théories de Max Weber. Il faut le rappeler, Weber était de l'école protestante. Max Weber avait dit qu'il y avait la prééminence de la règle sur tout ce qui devait se faire. Donc, le manager directif, il donne des ordres, il dit que c'est ça qu'il faut faire. Mais souvent, justement, le management directif peut rencontrer des difficultés parce que dans certains contextes, le directif ne marche pas, il faut d'autres approches. Il y a aussi le management participatif. Le management participatif, c'est un peu le laisser aller. On donne à chacun une part de responsabilité pour participer à la prise de décision. Dans le management participatif, on met en exergue le talent de chacun pour que chacun à l'atteinte des objectifs fixés. Donc là, le manager, il prend du recul et va demander aux gens leur avis, va demander aux gens de partir sur des règles sur lesquelles ils peuvent s'identifier, ils peuvent se reconnaître et contribuer à la bonne marche de l'organisation. Donc ça, c'est aussi un style. Il y a maintenant le management persuasif, donc qui est accompagné de communication. Il faut communiquer, convaincre les gens, les accompagner et les amener à atteindre leur objectif. C'est un peu ce qu'on appelle la persuasion. Bon, il y a aussi le management autocratique. Le management autocratique qui se rapproche un peu du système classique, parce que dans un management autocratique, ben, écoutez, il n'y a pas de règle de démocratie établie. On donne à tout un chacun un cahier de charges qu'il est tenu de respecter, mais on peut aussi l'accompagner. Donc voilà, ça c'est des styles. Maintenant, justement, vous me direz, professeur, lequel des styles est meilleur? Moi, je dis que pour chaque contexte organisationnel, il faut choisir le style de management le plus adapté. Dans certaines organisations, il faut un style directif, n'est-ce pas? Dans d'autres, c'est le style participatif qui marche. Par exemple, une organisation à sa naissance a besoin d'un style de management très directif. C'est pour un peu asseoir des normes, des principes et des directives assez clairs pour que l'entreprise puisse les créer les conditions de sa croissance. Bon, par contre, il y a certaines organisations qui ont beaucoup d'expérience, qui ont une certaine maturité. Le management participatif semble être plus indiqué. Il y a aussi ce qu'on appelle le contexte organisationnel. Quand vous êtes dans une association à but non lucratif, par exemple, et déjà, le management participatif semble être plus indiqué parce qu'il faut que lorsque vous mettez en place votre système de management, vous faites tout pour inclure tout le monde. Il faut inclure les faibles, les forts, les femmes, les hommes, les jeunes, les anciens. Mais lorsque vous êtes dans un système de management participatif, vous essayez également de faire de sorte qu'il y ait une rencontre ou un carrefour de générations. Ça travaille beaucoup de tranches d'âge. Par exemple, quand vous mettez des jeunes et des anciens, ça permet déjà de mettre un matching entre l'énergie et la sagesse. C'est une erreur de penser que quand on prend des jeunes, on réussit. Parce que les anciens ont aussi une certaine expérience. Ils ont la possibilité de partir, si vous voulez, de leur sagesse pour accélérer le rythme de diffusion de l'énergie de la jeunesse. Donc, c'est une erreur de penser que les jeunes peuvent partir sans les sages ou les sages peuvent partir sans les jeunes. Donc, le management participatif tient compte de ça, de l'âge. Mais aussi, le management participatif tient compte des facteurs d'adhésion. C'est-à-dire qu'on pousse les individus à adhérer au projet, à adhérer à la mission d'organisation. Ça, il faut une très bonne communication. Il faut, si vous voulez, une certaine persuasion. Quand on prend aussi, par exemple, le management autocratique, ça, c'est dans les entreprises familiales, hein, où c'est une famille qui a fondé son entreprise. Bon, il y a des réalités familiales. En général, là-bas, on voit un système autocratique permettant, par exemple, à la famille de préserver ses intérêts. Bref, ce qui est important, c'est que, quel que soit le style que vous devez avoir, bon, vous devez
cerner un aspect important. Le management, quand vous êtes un bon manager, si vous êtes hein, un bon manager, il vous faut savoir communiquer. Il vous faut savoir contrôler. Il vous faut savoir coordonner. Coordonner. N'est-ce pas? Donc, il faut communiquer, contrôler, coordonner. C'est pour pouvoir construire un changement. Mais étant un bon manager, vous devez savoir décider. Comment on décide? En décidant, il faut chercher des informations, les analyser, prendre des décisions qu'on peut traduire en actions concrètes. Un bon manager doit savoir organiser. Ça, c'est de l'organisation. Un bon manager doit savoir faire le monitoring. C'est le suivi. Un bon manager doit savoir planifier, gérer le temps. Un bon manager doit savoir innover, c'est-à-dire construire de l'innovation. Il faut refuser la routine. Et un bon manager, enfin, fait de la recherche d'efficacité. Bon, c'est ce que j'appelle affectueusement dans un de mes ouvrages, le C4 d'Empire. Donc, quand vous êtes manager de projet, manager d'une association, donc vous devez avoir ces 4 C. Être capable de commander, il faut commander. Le management, il y a du commandement. Il faut savoir communiquer. Il faut savoir contrôler, ordonner. Je vous ai donné 4 C, non, Idrissa? C'est ça? Hein? Idrissa? Marc? Marc? Oui, je vous entends bien. Oui, Je vous ai donné 4 C. je vous entends bien, docteur. Je vous ai donné les 4 C. Vous les avez retenus. Oui. Commander. Oui. Coordonner. Oui, oui. Communiquer et contrôler. Oui. Communiquer. Oui. Contrôler. Et contrôler. C'est 4 C. Il faut l'apprendre. Oui. N'est-ce pas? Répétez-moi les 4 C. Hein? Oui, oui. Commander, communiquer, coordonner et contrôler. Très bien. Maintenant, quand vous prenez le dompteur, voilà, donc c'est Professeur, les 4 C. j'avais coupé le micro, mais j'entends parfaitement. Voilà. Maintenant, quand vous prenez le dompteur, un manager, il doit savoir décider. Il doit savoir décider. La prise de décision, c'est ça, ça prend. Il doit savoir décider. Il doit savoir organiser le travail. Organiser le travail. Il doit savoir faire ce qu'on appelle le monitoring, c'est-à-dire le suivi. Faire le monitoring, c'est le suivi. C'est bon? Il doit être capable de planifier. C'est pour éviter les pertes de temps et les pertes de ressources. Quand on planifie, on cherche à éviter les pertes de temps et les pertes de ressources. Vous aurez un cours avec mon collègue Dr Diop sur la planification stratégique, planification opérationnelle, axée sur la gare. Donc, la planification, elle est importante. Maintenant, le I, il faut savoir innover. Parce que un manager n'est pas la routine. À chaque fois que le contexte change, il faut apporter des innovations. C'est ça qui donne à l'organisation la possibilité de vivre le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. J'aime bien citer EDK dans mes réflexions. EDK, c'est une entreprise très innovante qui a commencé par vendre du fuel pour les pirogues, ensuite des stations d'essence, ensuite ils ont mis en place des boutiques,
Ensuite, ils ont mis Jollof Chicken pour aller dans la restauration. Vous avez vu un peu? Et peut-être aujourd'hui, ils sont dans les produits Béra de l'Algérie. Donc, il faut savoir innover. Donc, un manager est un innovateur. Maintenant, tout ça, c'est possible si vous faites de la recherche d'efficacité. Il faut atteindre les objectifs fixés. Donc, un manager, c'est rechercher l'efficacité. Donc, voilà ce que j'ai dit dans un de mes ouvrages, le management, l'art et le procédé. J'explique un peu comment on communique, comment on coordonne et comment on contrôle. Ça, c'est important. Parce qu'il ne faut pas exclure le commandement du management. N'est-ce pas? Parce que même dans l'armée, bon, ça nous a beaucoup inspiré. Hein, le management vient de l'armée. Nous avons au niveau de l'armée l'état-major. L'état-major. Mais après l'état-major, il y a ce qu'on appelle les organes. Et en bas, il y a la tactique. Les soldats. OK? Donc, vous voyez un peu, entre l'état-major et les organes opérationnels, il y a un système de commandement. Le commandement, il existe en management. Mais le commandement, on peut peut-être le nuancer en y teintant une dose de leadership. J'ai l'habitude de dire à mes collaborateurs, bon, j'ai toujours fait dans ma carrière pour venir le premier au bureau pour quitter le dernier. C'est pour leur montrer que mon temps de travail est plus important que votre temps de travail, n'est-ce pas? Et souvent, je dis que quand vous voulez travailler avec des gens, montrez-leur que vous maîtrisez ce qu'ils font. Ce qu'ils font. Hein? Il faut toujours leur montrer que maîtriser. C'est moi, quand je nomme un directeur général, j'insiste sur le fait qu'il doit maîtriser ce que font les autres. Ce que je suis en train de vous donner là, ça vous donne un peu des idées si un jour vous devez nommer un directeur général, vous appuierez sur ça. Quelqu'un qui sait commander, quelqu'un qui sait communiquer, quelqu'un qui sait contrôler ce que les gens font, mais tu ne peux pas contrôler ce que tu ne maîtrises pas, mais quelqu'un qui sait coordonner pour mettre de l'harmonie dans l'organisation, la coordination. Mais cela aussi est accompagné par un certain nombre de components qui sont importants, c'est-à-dire il faut savoir décider, l'art de décider en s'appuyant sur des informations. On peut prendre de bonnes décisions qu'on peut traduire en actions concrètes. Mais il faut savoir organiser le travail. Donc, la fonction d'organisation, elle est importante. C'est un art. Mais le monitoring doit toujours apparaître. C'est une vérification permanente. Un manager fait une vérification permanente pour voir est-ce que ce qui a été dit a été fait, comment ça a été fait, qu'est-ce qui a été produit comme résultat. Ça, c'est le monitoring. Mais la planification, je l'ai dit, il faut savoir planifier, c'est pour éviter les pertes de temps et de ressources. Et il faut avoir un schéma simplifié qui vous permet de dérouler les activités sans perdre de temps, sans perdre de ressources, mais avec un bon système de gouvernance et de responsabilisation. Il y a maintenant l'innovation, je l'ai dit, un manager est un innovateur. Il prend des innovations. Chaque fois le contexte vous l'exige, allez, il faut innover. Et l'innovation, elle est importante. Voilà pourquoi les sociétés américaines sont très en avance. C'est des sociétés qui analysent même des scénarios qui vont se passer dans 50 ans. Et ils mettent en place des stratégies d'anticipation leur permettant à chaque fois de sortir des innovations qui leur permettent de faire face à tous les éléments de contingence. Maintenant, la recherche d'efficacité, on ne doit pas perdre de vue qu'il y a des objectifs fixés qu'il faut atteindre dans les plus brefs délais et avec le maximum d'efficience, de cohérence, de pertinence. Donc, ça dit, au lieu que moi, je me mets à dire que je suis telle école classée, contingence systémique, etc. Ça, c'est un modèle que j'ai produit quand j'étais au CESAC en MBA. Donc, j'ai essayé de produire un petit ouvrage que j'avais même présenté là-bas au CESAC pour montrer un peu
le management, c'est quoi l'art et c'est quoi le procédé. Donc, pour éviter dans une école. Et si vous prenez cette synthèse-là, elle va rappeler un peu tout ce qui a été dit dans les écoles, dans les différentes écoles. Donc là, chacun de nous comprend que, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un style de management? Qu'est-ce que c'est qu'un truc? Bon, je vais vous envoyer l'ouvrage d'Henri Mintzberg, vous envoyer certaines ressources, mais déjà à partir d'aujourd'hui, vous allez faire un document personnel où vous allez essayer de faire une revue de ces écoles en montrant force, avantages, hein, et limites. Donc, prenez quelques théories, vous essayez de voir quelles sont les forces, quelles sont les limites. Ça vous apprend à avoir une certaine lecture critique. Et je passe rapidement à la dernière question. Oui. La dernière question pour discuter. Marc, vous m'entendez? Oui, Oui, la oui, dernière donc, question. oui, je vous entends très bien. Et donc, la dernière question, c'était le choix d'une école qui semble être plus Adapté adaptée au management de des projet. projets de Donc, développement. vous avez déjà répondu à cette question, je pense. Hein. Il y a déjà des esquisses de réponse Oui. que vous avez données. Uh-huh. Hein, parce qu'en fait, vous avez déjà dit que il n'y a pratiquement pas d'école d'équipe qu'on doit prendre. Hein. Donc, il faudra essayer de s'adapter. Hein. Donc, ce sera en fonction du contexte. Hein. Il faut aussi en fonction des objectifs à atteindre, hein, les besoins aussi. C'est ce que j'ai compris dans votre intervention. OK. Iraki? Oui, professeur, Oui. Oui. vous me recevez? Oui. Ok, me concernant, j'avais aussi pris ça, une certaine note. Attends, je vais voir. Moi, me concernant, je pense que, attends, je l'avais écrit ici. J'avais laissé les notes dans la boîte. Quelle est l'école qui vous semble vraiment être adaptée quoi, au management de projets de développement? Hein? C'est bon? Oui. Bon, alors, je pense que, en partie, je suis d'accord avec toi, Mar, hein, Idrissa. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode, mais ce qui est important, c'est de savoir s'adapter aux situations. Mais dans le contexte des projets de développement, nous avons une certaine particularité. Nous voulons transformer un territoire, lutter contre la pauvreté, prendre en charge les besoins des populations, faire face aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Et aussi, dans un projet de développement, souvent, on a une équipe de projet. Vous êtes chef d'équipe. Quand vous êtes chef d'équipe, vous êtes le, si vous voulez, le project manager, c'est-à-dire le manager du projet. Et vous avez une équipe. Donc, par rapport à cette particularité, je pense que nous sommes obligés par moment d'adopter soit l'école des relations humaines pour qu'on ait une bonne équipe de projet, parce qu'on a 3 ans, 4 ans pour atteindre des objectifs. L'école des relations humaines semble aussi bien adaptée au management de projet. Mais Je aussi suis l'école de... des contingences. L'école des contingences peut aussi être adaptée. C'est un peu ça le raisonnement de Marc.
s'adapter aux situations pour adopter des méthodes de management assez avérées, capables de produire du résultat, parce que le projet doit produire des résultats. Mais on peut aussi, pour certains, adopter l'école systémique, consistant à prendre toutes les composantes du projet, les acteurs du projet et tout ce qui doit être maîtrisé dans le cadre de l'atteinte des objectifs du projet et essayer, autant que faire se peut, de voir un peu sur quelles variables vous allez agir en mettant en exerce une logique d'interaction et d'interdépendance. Mais ce qui est important dans un projet de développement, vous êtes appelé à être un manager de projet, c'est un project management. Donc, vous devez être capable de mobiliser les équipes autour des objectifs fixés. Vous devez développer une approche participative, mais vous devez aussi mettre en synergie l'ensemble des acteurs autour d'un projet maîtrisé, contrôlé, viable, et que chaque partie, chaque entité puisse jouer son rôle. Par exemple, dans l'école anglo-saxonne, on parle de stakeholders, c'est-à-dire les parties prenantes. Ils disent qu'un projet, il existe quand il y a plusieurs parties prenantes et que les parties prenantes cernent leurs responsabilités et que ces parties prenantes mettent en exergue surtout leur capacité à pouvoir apporter, si vous voulez, leur contribution ou ce qui leur a été attribué pour la réussite du projet. Donc, il faut une certaine dose d'approche participative. Et justement, quand on parle de parties prenantes, c'est ça qui a donné un management de projet, si vous voulez, l'émergence de l'école de la gouvernance. Actuellement, on parle beaucoup de gouvernance dans les projets. Donc, l'école de la gouvernance va se situer sur un modèle axé sur la circulation d'informations. Tout le monde est au même niveau d'information. Il y a une clarification des rôles et responsabilités des différentes parties prenantes, mais il y a aussi un mécanisme de redevabilité connu et défini et connu par tous pour aller vers ce qu'on appelle une réduction de comptes et que le système de governance doit surtout s'accommoder aux objectifs du projet, aux préoccupations des parties prenantes. Donc ça, c'est une école qui est très émergente, mais qui travaille surtout sur la synergie entre les parties prenantes. Donc voilà un peu quelques... Bon, vous pouvez maintenant approfondir, voir l'école de la contingence, n'est-ce pas, l'école des relations humaines avec comme tête de fil Elton Mayo, mais vous pouvez aussi revisiter l'école systémique. Parce qu'en management de projet, vous le verrez, on le verra dans le cours de la conférence qui parlera de l'introduction au management de projet. Nous avons plusieurs écoles en management de projet, mais chaque école a un rôle bien déterminé. Chaque école s'est appuyée sur des logiques, soit des modèles, soit des systèmes d'optimisation. Mais ce qui est important, c'est quoi? En tant que manager de projet, vous êtes des managers de projet, que vous soyez capable de mobiliser une équipe pour l'atteinte des objectifs clairement définis avec des indicateurs qu'il faut traquer et puis surtout travailler pour la modification d'une situation problématique avec des logiques participatives, des logiques inclusives. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette troisième séquence. Il y a des questions? Professeur, moi, j'avais perdu le fil, mais Oui. bon, je disais que moi, j'avais choisi l'école de la contingence parce qu'elle semble être la mieux adaptée, parce que cette Au école reconnaît management de que projet. chaque projet est unique et que les meilleures pratiques de gestion doivent être adaptées aux circonstances spécifiques du projet. C'est ça. Voilà, c'est ça, c'est pourquoi Comme je j'avais l'ai dit choisi. tout à l'heure, chaque projet est une situation unique. Effectivement. Donc, avec un contexte bien déterminé, avec des problèmes à résoudre, avec une diversité de parties prenantes, avec des objectifs clairement définis et surtout des parties prenantes à mobiliser. L'école de la contingence, comme je l'ai dit tout à l'heure, semble être adaptée parce que on se met sur ce que j'appelle les logiques d'adaptation. Et ces logiques d'adaptation sont très intéressantes si on veut arriver à modifier une situation problématique sur le terrain.
mais aussi l'école des relations humaines, parce que vous avez une équipe, il faut mobiliser l'équipe autour des objectifs du projet. Ça aussi, c'est intéressant. Mais l'école systémique qui permet de ne pas cloisonner le projet. Donc, chaque élément du projet peut être considéré dans votre système de management. Par exemple, quand on prend les ressources humaines, de motivation. Quand on prend les ressources financières, le modèle de gestion transparente. Quand on prend, si vous voulez, le système de suivi. Donc, on peut prendre plusieurs éléments et puis faire une approche systémique en se basant sur, en fait, un projet cherche à modifier un territoire, il faut prendre des variables liées au territoire, sur le plan culturel, sur le plan sociologique, etc. Mais un projet, c'est des parties prenantes. Il faut prendre des spécificités de chaque partie prenante pour aller vers un partenariat. Mais un projet, c'est aussi la population. Considérée souvent comme une cible ou bénéficiaire, cette population doit participer au projet. Parce qu'on ne doit pas tout faire pour elle sans avoir le point de vue. Et si on réfléchit pour la population sans les associer, on risque très souvent de faire face à des systèmes de révolte. Il faut toujours discuter, n'est-ce pas? Mais à côté de la population, il y a les exigences des bailleurs de fonds. Donc ça, c'est le système financier. Pour aller vers des questions de redevabilité, des questions de gouvernance. Mais vous voyez, un projet, c'est plusieurs compartiments. On peut aller vers aussi ce qu'on appelle une approche systémique pour que toutes les variables puissent parler en fonction de leur poids. Et votre rôle, c'est d'être de grands artistes capables de ne pas vous confiner sur un système bien. Hein? Il vous faut essayer donc de partir sur ça. Merci Idrissa. Et Mar, ça va? Question? C'est bon, docteur. On a bien suivi. Hein, il n'y a pas de questions à notre niveau. Merci. Okay. Maintenant, Oui, vous faites une bonjour, recherche. Hein? Oui, docteur, c'est cela. J'ai suivi depuis lors, mais je suis resté en C'est là, oui, stand-by, je quoi. sais que tu es descendu tardivement. Mais après, tu Voilà, suivras ce voilà. qu'on a fait avec la vidéo. Hein? Vous arrivez à voir Il n'y a pas de souci. les audios sur la chaîne YouTube de l'école, hein? D'accord? Effectivement, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Voilà, essayez de tout faire pour faire une petite production personnelle sur les écoles de management. Si vous en présentez 4 ou 5, mais sans faire du copier-coller, faites une petite réflexion, présentez ce que dit la théorie et essayez de cerner les forces, avantages, ainsi que les limites. Ça vous permettra déjà de comprendre. Mais pour la troisième question, c'était pour vous donner une idée sur votre rôle en tant que manager de projet. Bon, peut-être j'aurai une autre conférence avec vous pour vous donner la différence entre le manager et le leader. On les confond hein, à tort, ce n'est pas du tout la même chose. Et je pense que c'est la convergence théorique et conceptuelle du management et du leader qui donne la compétence. Certains d'entre nous sont compétents parce qu'ils combinent management et leadership. Et ça, on aura l'occasion de faire une petite conférence sur ça. Bon, pour vous accompagner un peu sur le volet management. Et je disais que Dr Diop vous prendra peut-être à partir de la semaine prochaine, je pense que c'est mercredi, jeudi, vendredi à partir de 15 h pour introduire la planification stratégique et opérationnelle axée sur la gestion axée sur les résultats. Si vous n'avez pas de questions, on peut arrêter la réunion. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci, docteur. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. OK, merci. Merci. Merci.